Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Alors que le Cameroun avait déjà contracté deux dettes, d'abord 139 milliards de francs CFA auprès de Intesa San Paolo SPA et 24 milliards et demi de francs CFA auprès de UBA pour construire le complexe d'Olembe, le président de la République vient d'autoriser le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer une convention de crédit de 55 milliards de francs CFA. Cette dette, contractée auprès de Standard Chartered Bank, Londres et BPI France Export, doivent contribuer au financement du projet d'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe. Pour mémoire, les travaux du complexe sportif d'Olembe ont été engagés fin 2009. L'infrastructure aurait dû être livrée 3 ans plus tard. Mais en 2018, le stade n'était toujours pas construit, alors que le Cameroun devait abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et pourquoi donc ? Les travaux de terrassement vont finalement démarrer en 2014 et ce n'est qu'en mars 2016 que le chantier est confié à l'entreprise italienne Pettini et peut finalement démarrer pour 163 milliards de francs CFA, avec comme priorité le stade Paul Biya. Le 30 novembre 2018, la Confédération africaine de football retire l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun du fait des nombreux retards accusés par le pays hôte dans la livraison de certaines infrastructures. Le 29 novembre 2019, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, maître d'ouvrage pour la construction du complexe sportif d'Olembe, procède à la résiliation du contrat passé avec l'Italien Pettini pour laisser place au Canadien McGill. Il promet de livrer l'infrastructure dans les délais, préalablement fixés à fin juillet 2020, puis en novembre, avant finalement d'être arrêté pour février 2021. Nous y sommes. La cérémonie de livraison du complexe d'Olembe, complexe sportif d'Olembe, n'a toujours pas eu lieu. Nous sommes en février 2021. Le complexe sportif d'Olembe, c'est un stade couvert de 60 000 places, 2 stades d'entraînement de 1000 places chacun, une piscine olympique, un gymnase, des cours de tennis, des terrains de basket, handball, volleyball, un hôtel de 70 places, un complexe commercial, un lac artificiel. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du vendredi présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Mise en service du complexe sportif d'Olembe, 218 milliards de francs CFA seront-ils suffisants? C'est la question ce soir, Madame, Monsieur. Bonsoir. Alors, j'espère que vous. Bienvenue à Douala. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Je suis là, merci pour l'invitation. Oui. Ok. Ça va le SDF? Oui, le SDF est là, le SDF est en pleine reconstruction. C'est d'ailleurs pourquoi je suis ici à Douala, parce que demain la commission action du SDF va se mettre en branle pour essayer... C'est là que dirige pilote l'honorable Jean-Michel Nitche? Oui, l'honorable Jean-Michel Nitche. Oui. Parce Pourquoi action? Oui, justement action parce que nous nous sommes rendus compte que pendant un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de choses que nous devions faire, que nous n'avons pas, qui n'ont pas été faites. Oui. Et l'ONEC qui s'est réuni le 12 décembre a mis sur pied deux grandes commissions. Oui. La commission de réconciliation dirigée par le sénateur Tchatchouan, oui. Et puis la commission Action
dirigé par l'honorable Jean-Michel Niche. Je ne peux pas venir je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui, mais toujours est-il dit que nous sommes en train de travailler. Il y a eu un travail qui a été fait à Kribi. Il y a aussi un dirigé cette fois-ci par le chairman, il y a 2 ou 3 semaines. Il y a la commission réconciliation qui s'est réunie samedi passé, le 13, et demain, nous avons une très grande réunion parce qu'au cours de cette réunion, justement, nous allons jeter les bases du nouveau STF. Okay. Et c'est pour cela que le déplacement en valait la peine. Voilà, merci Aloïs Parfum. À côté de vous, Willy Kenye, bonsoir. Merci Serge, ça a été toujours une confiance renouvelée. Vous savez déjà donner toujours la possibilité à la jeunesse de s'exprimer. Je crois que ça vaut la peine de relever ici. Et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les milliers de nos camarades qui sont connectés en ce moment. Okay. Et les dire merci parce que la plupart qui aujourd'hui viennent faire leur permis de manière gratuite et attirer l'attention de ceux qui pensent que dans notre secteur, il n'est pas possible de l'organiser, que nous sommes confiants de ce que nous allons en 2021 voir un mototaxi moderne, un mototaxi juste. On va voir ça en 2022. C'est notre espoir, donc nous pensons qu'il est possible d'aller avoir. Bonsoir Emmanuel Kouy. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous mes copanélistes que vous aurez l'honneur de présenter ou que vous avez déjà présenté. Je dis bonsoir également à tous les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui nous regardent et merci surtout de donner la parole au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun afin que nous puissions, n'est-ce pas, faire comprendre aux Camerounais quelle est l'orientation que nous pensons pouvoir donner à notre politique et à la politique du Cameroun tout entier. Je dis également bonsoir à tous nos amis qui sont séquestrés dans les prisons, particulièrement à Salmon Béas qui est à la prison de Newbel et tous ceux qui sont là avec lui, Dr Alain Fouguet et Bibou Nissa qui sont pratiquement des otages pris dans des conditions que tout le monde connaît. Madame Assoumou, je ne peux pas manquer de parler d'elle, qui est à la prison de Mfou, que j'ai visité et dont je vous ai dit la dernière fois ici que ces 2 enfants ont été chassés de San Mélima, tout simplement parce que leur maman était dans le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ces enfants sont actuellement à Yaoundé. L'aîné qui était au lycée de San Mélima a été chassé de l'école et se trouve à Yaoundé. Le second également, qui était au collège des Collines, a été également chassé de la ville. Donc, je lui dis de tenir bon, de ne pas lâcher, de comprendre que c'est des événements qui peuvent arriver. Et cette dame qui a juste, on l'appelle maman pilon, qui a juste pilé quelque chose le plantain dans un mortier en tenant des propos, a été kidnappée et séquestrée à la prison de Koningui. Actuellement, elle est sous le coup de plusieurs motifs. Donc, à tout ce monde-là, je leur dis que nous ne les oublions pas, nous pensons à eux. D'ailleurs, quand nous faisons des visites, nous leur disons beaucoup de choses et je crois que c'est des personnes qui sont prêtes, n'est-ce pas, à tenir jusqu'au bout. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge-Alain. Bon retour. Hein? Je salue tous ceux qui te regardent. Merci. Ouais. Voilà Charles, je commence par vous. Pourquoi les Camerounais ont cette impression qu'il s'agit de la gabegie? D'abord parce que... du complexe sportif d'Olympe. D'abord parce que depuis le début, je pense que les chiffres qui ont été avancés pour ce complexe-là, tout le monde l'a constaté, étaient des chiffres faramineux quand même. Il y a eu la pose de la première pierre, et puis il y a eu arrêt, et puis le chantier a commencé. Et nous avons commencé à voir une ambassadrice italienne qui est devenue quasiment chef de travaux, chef de chantier, pour venir nous expliquer pourquoi on devait faire venir des masses de béton d'Italie, que c'était mieux de le faire. Elle nous expliquait au Camerounais, il n'y a pas d'ingénieur au Cameroun, personne ne sait rien sur le BTP au Cameroun. Elle, l'ambassadrice, doit venir nous expliquer pourquoi nous avons... Par rapport au temps, non? C'était par rapport je ne sais pas si même par rapport au temps, l'Italie est plus proche de Yaoundé que Douala. Parce que je pense qu'on a quand même 3 ou 4 cimenteries à Douala. Et que si c'est les masses de béton qui ne demandent que du ciment, du sable et de l'eau en principe, et puis peut-être un sable spécial, je crois que les fabriquer à Douala et les acheminer sur Yaoundé, ou les fabriquer à Yaoundé même, c'est plus court que partir d'Italie, je pense. Mais ça aussi, ça a paru relativement suspect aux yeux des Camerounais pour dire qu'est-ce que cette ambassadrice vient chercher dans cette affaire. C'est vrai que c'est une entreprise italienne,
Mais nous n'avons pas traité avec l'État italien en tant que tel, on a traité avec une entreprise qui va répondre du cahier de charges qu'elle a reçu. L'ambassadrice est venue défendre. Et bon, on a attendu que le chantier démarre. On a vu tous les problèmes qu'il y a eu autour de ce chantier, les gens qui n'étaient pas payés, le gouverneur qui vient menacer, plusieurs descentes sur le terrain. Donc, on a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce chantier, parce que les montants... Et il y a un jour, l'ancien ingénieur, je peux le dire comme ça, c'est-à-dire le ministre des Travaux publics, un des ministres des Travaux publics qui avait signé ce contrat, je crois qu'il s'agit de monsieur... il est maire. Ambassala. Monsieur Ambassala est passé à la télé, il n'était plus ministre, et il a dit qu'il serait étonné qu'on livre ce stade dans les délais qu'on est en train de lui donner, puisque c'est lui qui a signé cette affaire, c'est au minimum 3 ans. Et au moment où on lui parlait, il ne nous restait pas assez de temps pour 2019. J'ai vu des gens sur le plateau lui reprocher de dire ce genre de choses, mais il a eu raison. On est en 2021, le stade n'est toujours pas fini. On a arrêté le chantier parce que les délais ne peuvent pas être tenus. On a fait partie d'une entreprise qui se plaignait déjà de ne pas être suffisamment bien payée. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à payer elle aussi les sous-traitants et les salariés. On a pris la nouvelle entreprise. Elle nous a garanti qu'elle va financer à 100% le reste des travaux. Et subitement, on a commencé à entendre des montants, 17 milliards que l'entreprise sollicite. Les gens parlent d'une contre-campagne de Pétini vis-à-vis de McGill. Je ne sais pas si c'est une contre-campagne, mais au niveau question, international. Il est évident que la question de Pétini n'est pas close. Oui. On ne peut pas arrêter un entrepreneur sur un chantier aussi costaud de cette manière-là, juste en lui disant c'est fini. Non, il y aura des conséquences plus tard. Il n'y a pas de débat. Ça aussi, il faudra les quantifier. Oui. Ça va faire un coût supplémentaire sur le coût du stade actuellement. Donc, c'est un stade qui, d'abord, sur le plan des priorités du pays, pour quelqu'un qui aime véritablement le Cameroun, c'est trop gros. Honnêtement, on a des problèmes. Dans une capitale où tout le monde n'a pas l'eau potable, c'est quand même assez... C'est un luxe, un super luxe qu'on s'offrait comme ça. On peut avoir un seul stade de ce type. Et puis on fait les stades du type Limbé. On ne peut pas les multiplier, Japoma, Olimbe, etc. Moi, j'aime le foot. Personne ne peut le nier. Mais honnêtement, je ne peux pas penser que les dialysés de Garoua vont aller à Olimbe pour se faire soigner. Je ne peux pas penser que tout ce qu'on est en train de mettre là comme milliards ne pourrait pas ramener un peu plus d'eau à Yaoundé ou à Douala. Donc, je pense que depuis le début... vous comprenez pourquoi certains Camerounais pensent... Oui. Je pense que les Camerounais lucides encore ont raison de croire que ce n'est pas normal. Aloïs Parfum, c'est votre sentiment? Il a dit, Charles, c'est un luxe. On parle du complexe, hein. Ne restons pas au stade de Paul Biya. Je pense que c'est même un peu trop de vantardises pour le Cameroun. Oui. Nous n'avons pas le niveau d'avoir des stades de cette nature. On n'a pas le niveau, comment? On n'a pas le niveau. On veut faire parce qu'on entend aussi d'autres faire. Et finalement, on va se retrouver dans l'impasse. Parce que quand je parle de niveau, vous n'avez pas de fédération de football. Mais vous voulez avoir un stade comme ça. Vous allez le rentabiliser quand? Vous allez l'utiliser quand? Vous n'avez pas de championnat. On a renvoyé le championnat une dizaine de fois. D'ailleurs, on programme encore un championnat pour le 28. On n'a pas. 26 Ligue 2 voilà. Et 27. Donc, de façon réaliste, on n'a pas le moral des gens à qui... C'est comme si vous donniez la veste à un porc. C'est de ça qu'il est question ici. Et chaque jour, j'aime me dire que nous avons des beaux stades. C'était le random de ceux qui sont de l'autre côté pour faire oublier la déconvenue du sport au Cameroun en général. Et c'est pour cela que lorsque ces chiffres sortent là aujourd'hui, on n'est pas surpris. On parle aujourd'hui de 218 milliards. C'est quand même gros. Et on se demande comment est-ce qu'un pays comme celui-ci peut être incapable de prévoir ou bien d'organiser ne serait-ce que l'achat ou bien la réalisation d'une œuvre comme
celle des stades. On a déjà eu 2 ou 3 entrepreneurs sur un même stade, on a vu des grèves, on a vu, et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, vous avez donné un peu l'historique de cette affaire. 2014, les premières pioches au stade d'Olembe. Après, on a commencé avec Pichichi, et à un moment donné, si Amade ne nous avait même pas mis la pression en 2018, je suis sûr qu'on serait encore à ce niveau. En fait, je me retiens parfois de débattre sur des sujets de détail, parce qu'en fait, il y a un problème global. Le problème global, c'est que le Cameroun actuellement, l'État camerounais, le gouvernement camerounais, peut-il encore faire quelque chose de sérieux? Parce que vous prenez secteur par secteur, domaine par domaine, vous constaterez presque cette affaire. Et puis, il y aura quand même des gens pour venir vous dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Nous sommes déjà habitués et c'est justement dans cet ordre que les Camerounais doivent réagir. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu l'ordre des architectes réagir, on n'a pas vu l'ordre des ingénieurs réagir, les politiques même sont timorés, et puis le gouvernement avance. Après, dans 2 ans, on va nous dire qu'on a les plus beaux stades. Sans nous dire, en réalité, quelles seront les conséquences de ce type d'infrastructure? Est-ce qu'on pourra jouer un championnat? Est-ce qu'on pourra l'entretenir? Quelles sont les dépenses réelles? Est-ce que nos petits-enfants, nous ne sommes pas toujours en train de les surendetter à ce stade? Je ne parle plus des enfants, parce que les enfants, eux, ils sont déjà endettés. Maintenant, les petits-enfants. Et le gouvernement donne l'impression que tout va bien. Pourtant, en réalité, c'est du bluff. Et nous sommes pratiquement habitués à ce bluff. Et il faut réagir. Et c'est pour cela que le STF qui va naître doit être plus proactif. C'est en cela que la réforme des partis politiques, la réforme des acteurs sociaux est très importante pour veiller au jour le jour. Comment est-ce que ça se passe? Quand on a parlé ici des bétons, du béton qui venait d'Italie, mais ça devait être un choc national. Parce que ça nous a fait perdre des emplois, ça nous a fait dépenser davantage, et aujourd'hui on se retrouve avec des factures. Et je disais sur ma page Facebook que certainement en octobre 2021, on va nous dire que l'État a encore pris un prêt pour la peinture du stade d'Olembe à hauteur peut-être de 15 ou 20 milliards. Voilà. Donc 218 millions là, c'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. On va encore. Oui, c'est pas suffisant. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les membres du gouvernement, les directeurs, tout le monde fait les affaires. Si vous voyagez, vous allez à l'étranger, vous ne verrez pas un gouvernement ou bien des directeurs qui font les marchés publics. Vous ne verrez pas des directeurs qui ont des taxis. Vous ne verrez pas des directeurs qui ont des agences immobilières. Vous ne verrez pas des ministres avoir des agences de véhicules. Mais ici, là, l'ordonnateur est en même temps celui qui fait des marchés publics, en même temps celui qui détient tout le monopole. Si ce n'est pas lui, ce sont des sociétés écrans. Et si on ouvre une enquête justement sur ces affaires de Pichichi et tout... Pichine et tout... Et toutes ces sociétés, vous constaterez qu'il y a beaucoup de sociétés écrans. Il y a des rétrocommissions. C'est pour cela qu'il faut en principe une enquête. Mais qui? Willy Kenyé, vous comprenez ce sentiment? Vous étiez ici sur ce plateau le 10 février. Il semblait dire que c'était une bonne chose, le stade complexe de Japoma. Voilà un autre complexe. Mais des Camerounais pensent qu'on pouvait se passer de ce complexe. Déjà, ce que je pense, c'est que qu'il ne peut pas avoir quelque chose de bien sans avoir de quartz. Si nous pensons que nous pouvons avoir des stades dignes de nom sans avoir quelques soucis, je pense que c'est faux. Et en rappel, il faut le dire que le président de la République a décidé de nous doter de 2 complexes. Il y a le complexe de Japoma, il y a le complexe de Olembe. Et il faut le dire ici qu'en réalité, ces complexes-là, si les gens ne le savent pas, seulement le complexe de Olembe, nous avions un hôtel de 5 étoiles. Ouais. Nous avions 70 chambres et un centre commercial. Nous avions une salle de gymnase, une piscine olympique, un musée. Et il faut relever qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est bien coûte cher. Vous aviez vu les Libyens, les Marocains se filmer au stade du Japoma. C'est parce qu'au Cameroun, on en a trouvé des beaux stades,
il y a des... Non, il faut le dire, c'est parce qu'on en a chez nous. Alors, moi, j'ai souvent ce problème avec des gens qui pensent toujours qu'il faut critiquer. Je suis d'accord que pour qu'on atteigne l'objectif, on a vu les difficultés que nous avons eues, pas seulement au niveau du stade Olymbe, nous avons eu même les mêmes difficultés un peu de partout. Mais au finish, nous avions eu quand même un complexe digne qui nous a permis de relever un grand défi. Et le premier défi que nous avions eu, c'était d'organiser le CHAN. Et on l'a fait. Je crois que le monde entier en apprécie. Donc, je suis d'accord qu'aujourd'hui, les gens pensent que les 218 milliards dont vous parlez peut être un peu, sembler être un peu... C'est pas moi qui dis, hein. Je suis d'accord. Mais 163 milliards plus 55. Hein. Mais il faut dire que l'État, dans sa globalité, le coût du projet au départ était à 163 milliards, financé par la banque publique italienne Sao Paulo. Et moi, je pense tout simplement qu'au départ, nous avons eu les problèmes parce que nous avons l'entreprise italienne qui, en 2017, avait accepté la construction. Et de ce fait, Serge, vous avez eu toutes les difficultés que cette entreprise nous a apportées. Il fallait au moins que l'État relève la tête. Il fallait que l'État prenne ses responsabilités. Et c'est ce que le ministre des Sports et c'est ce que le gouvernement en place a fait. Le fait de confier la responsabilité à celui-là qui devait nous permettre à long terme. Ce qu'il a promis quand on lui a confié... On ne peut pas toujours accepter que, même en 2021, les gens viennent nous imposer le rythme. L'entreprise Magui nous a certifié en 2017 qu'il devait prendre ses responsabilités. 2019, qui devait assumer sa responsabilité. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Mais l'État ne pouvait pas rester les mains croisées. L'État devait parce que l'État est garant quand même de l'investissement qui est fait dans notre pays. On ne peut pas à tout moment permettre à cet investisseur-là de venir nous faire le chantage. Quand l'État constate que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures qui permettent à ce que non seulement le jour dit ou bien le délai qui est donné par le chef de l'État pour que enfin ça soit exécuté. C'est ça que nous devons retenir. Et je pense que vraiment déjà en tant que Camerounais, nous ne devons pas passer le temps à critiquer. Je comprends comment nos compatriotes passent le temps à décrier le fait que le gouvernement n'a pas respecté ça. Mais il faut le dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les difficultés que le gouvernement a eues, à travers le complexe de Olymbe, le complexe de Japoma, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de voir qu'au moins Japoma a été quand même l'une des preuves, même si les gens se plaignent aujourd'hui que ça coûte cher. Et vraiment, je voudrais qu'on fasse... Pour vous, pour un chantier qui commence en 2014. Serge, et c'était 27... Est-ce que nous avions... Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais peuvent être d'accord que le temps qui a permis au gouvernement ou bien à l'entreprise de construire le complexe Japoma, nous pouvons être fiers de ce qui a été bâti à Japoma? Oui. Mais permettez aujourd'hui, avant la CAN 2022, que nous puissions finir avec le Japon, avec Olymbe. C'est ce qui est dit. Okay. Donc moi, je pense tout simplement, laissons les critiques, laissons de critiquer. Je crois que dans tous les pays, même comme la France, les opposants aujourd'hui vont dans le même sens que le gouvernement pour pouvoir, surtout quand il s'agit de la République, pas quand il s'agit de construire, parce que demain... Il y a une union sacrée, on appelle ça l'union sacrée. On appelle ça l'union sacrée, on le voit en France, parce que le terrain, le complexe qui est construit aujourd'hui n'appartient pas à Paul Biya. Si Paul Biya part aujourd'hui, il laisse ça au Camerounais. Je pense que même vous qui êtes dans le SDF aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez dire au Camerounais, vous critiquez parce qu'au moins c'est fait. Je voudrais qu'on le dise de manière vraie. Vous critiquez au moins parce qu'on a fait quelque chose. Hier, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de finir déjà le complexe de Olymbe. Il faut au moins accepter qu'aujourd'hui, l'État a constaté que l'entreprise italienne n'est pas en train de nous apporter la solution. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait immédiatement apporter... Canadienne. On a dit la même chose. Ils ne nous apportent pas apporter la solution. Il fallait prendre des mesures. Les Canadiens qui sont là. Alors, je pense tout simplement que nous avions encore quelques mois pour achever ce projet de Olymbe. Et je crois que ça doit être fait, même si ça va nous coûter un peu plus. Voilà, Emmanuel Kounié. Comment comprendre donc 163 milliards, comment comprendre qu'on soit aujourd'hui en train de surendetter pour boucler les travaux? Alors que Magui a demandé 17 milliards. Oui, mais moi je crois que le problème est très profond. Il est très profond. Parce qu'il faut comprendre ce qui nous gouverne. Ils ne sont pas en train de travailler pour l'intérêt du Cameroun. Ils sont en train de travailler pour leur propre intérêt. Parce que quand l'entreprise Piscini
italienne commence les travaux. Il faut noter que l'essentiel du financement est italien. C'est une banque italienne qui finance et qui impose l'entreprise italienne. Voilà le début. Et maintenant, quand on dit à Piscini de partir, c'est encore une banque, le financement franco-britannique qui arrive pour les 55 milliards. Et puis l'entreprise canadienne, vous savez, les Canadiens, c'est les sous-traitants des Français. Donc, c'est des gens qui sont aux ordres au pouvoir. Je crois qu'ils ne sont pas responsables de tout ce qui se passe. Ils subissent. Et c'est dramatique. Parce que quand on vient nous servir une histoire du genre, on va faire un stade comme celui-là, 218 milliards. Même le stade de France a coûté 171 milliards de francs CFA. Le stade de France. Avec tout ce que vous voyez. Ici, on parle du complexe. Hein. Oui, mais le stade de France, qu'est-ce que vous appelez complexe? À la fin, vous irez là-bas voir le fameux complexe dont on parle. D'ailleurs, si vous savez ce qu'ils ont dit à un moment donné, on peut dire aujourd'hui qu'ils ont prévu un stade avec un hôtel de 70 places, 5 étoiles, avec gymnase de 2000 places, avec un cinéma multiplex, avec une piscine, avec des terrains de basket. Allez-y, vous verrez que c'est des histoires qu'ils racontent. Et quand ils vont dire qu'ils ont fini, nous irons voir. Mais je peux vous garantir que ce qui se passe est dramatique pour le Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas... Et ces stades rentrent dans ce qu'ils ont appelé projet structurant. Et je vous rappelle qu'en 2011, avant qu'on entre dans ce tourbillon-là, M. Moutazé Paul, ministre du Plan à l'époque, nous a dit, à la veille de la campagne du président Paul Biya, que quand les projets structurants vont commencer, nous allons faire des efforts pour, n'est-ce pas, corriger les erreurs que nous avons faites pendant le pipeline. Pendant le pipeline, les entreprises nationales n'ont pas profité de cet investissement. Et il a dit qu'on devait créer, n'est-ce pas, une bourse de sous-emploi, de sous-traitance, où on va tout faire pour que 30% du budget des projets structurants soit réservé aux entreprises locales. Mais quand ça a commencé, il n'y a eu ni la bourse de sous-traitance, ni rien pour les entreprises locales. Même le pont sur le Vouri, tout ce qu'on a recruté là-bas comme des Camerounais, c'était des gardiens et puis des chauffeurs, etc. Personne, il n'y a rien eu du tout. Et puis, par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Il nous a même dit que le modèle de projet structurant de notre document sur de DSCE était le modèle keynésien. Ça veut dire qu'on devait, à la faveur de ce projet structurant, relancer l'économie par la demande. C'est-à-dire donner du travail aux gens, permettre aux gens d'avoir le pouvoir d'achat et de consommer pour lancer, n'est-ce pas, l'économie par la consommation. Rien de tout cela n'a été fait. Aujourd'hui, ces gens se retrouvent dans cette situation où ils sont en train de vouloir emprunter de l'argent pour pouvoir continuer ce projet qui n'est pas terminé, où les coûts sont exorbitants. Et je voudrais vous signaler, d'ailleurs, quand vous regardez, n'est-ce pas, le budget d'investissement public de 2021, vous allez vous rendre compte que dans le chapitre 16, ministère des Sports, le programme 212, développement des infrastructures sportives, il y a une ligne, poursuite des travaux de construction du complexe sportif de l'Imbé, 15 milliards. Ça veut dire qu'en dehors de ça, il y a 15 milliards qui est prévu dans le BIP pour la poursuite des travaux. Pire, assistance à la maîtrise d'ouvrage et surveillance des travaux de construction du complexe sportif de l'Imbé, 20 milliards. Oui, 2 milliards de francs CFA. Dans le programme, dans le BIP de 2021. Ça veut dire qu'en dehors de 218 milliards que vous parlez, ils iront encore piocher dans le budget de l'État 35 milliards. Alors, ces gens sont en train de faire des entourloupes. Et je crois qu'ils ont fait ces éléphants-là, ces infrastructures, ils ont fait très gros parce que pour eux, c'est-à-dire que ça leur donne la possibilité de prendre l'argent dans tous les sens. Moi, je crois que ce n'est pas les stades. Et puis, nous ne pouvons pas être un pays qui, à tout moment, paye très cher toutes choses. Parce que même l'indépendance du Cameroun, il y a eu 1 million de morts. Allez en Côte d'Ivoire, il y a eu 0 mort. C'est-à-dire qu'on leur a donné l'indépendance, on a dit bon, et on leur a donné la même condition que nous. D'ailleurs, on a donné l'indépendance au Cameroun à ceux qui n'avaient pas demandé l'indépendance. Mais nous avons eu 1 million de morts. Mais quand on a eu l'indépendance, on s'est dit que bon, on a eu 1 million de morts, mais on a quand même l'indépendance. Voilà le prix de l'indépendance. Maintenant, ils vont nous donner un stade à 10 fois son prix. Comme notre ami dit que, notre compagnie dit que c'est un beau stade. Oui, c'est un beau stade. On va se contenter du beau stade, nonobstant le fait que les prix ont été élevés. Non, nous ne pouvons pas être un pays qui fonctionne comme ça. Ça, c'est totalement inadmissible. Les gens ne peuvent pas nous gouverner comme si on était dans une, comment dirais-je, comme si nous tous, on était cagoulés.
Je crois qu'il faudrait que les gens apprennent à être sérieux. Et je crois que ceux qui nous gouvernent ne sont pas sérieux. Tout ce qui se passe là, c'est de la confusion généralisée. Et c'est le pillage. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez savoir que l'économie du Cameroun ne marche pas, il y a des indicateurs simples. Descendez au boulevard du Général Leclerc, ici en bas. Regardez tous les magasins qui sont là. Tous sont fermés. 70% des magasins sont fermés. C'est fermé pourquoi? Parce que l'activité économique, le Cameroun, l'économie camerounaise est en pleine dépression. Donc les gens sont dans une situation où ils font plonger l'économie du pays et ils vont nous perdre du temps avec des histoires. On a construit le stade, mais attends, le stade, quelle est la contribution du stade dans le PIB du Cameroun? Voilà un pays qui est en difficulté et on nous présente des structures. Et puis, quand vous dites que vous avez construit un complexe sportif avec des centres commerciaux, etc., mais la sœur Marie Roumi, dans les années 90, nous disait, quand on fait un projet, on peut le faire n'importe où, mais il faut se demander, oui, on a fait des piscines, on a fait des boutiques, quel est le produit d'appel? Qu'est-ce qui va pousser les gens à aller là-bas? Ce stade-là, les gens iront là-bas faire quoi? Vous allez demander à Foutouni de jouer contre Astre, vous les amenez là-bas, vous aurez 10 personnes dans le stade pour regarder quoi? Donc il faudrait qu'on évite de perdre du temps au Cameroun, parce que nous avons bien de choses à traiter que de perdre du temps sur des histoires de ce genre où les gens sont en train de fourvoyer 30 millions de personnes et puis ils nous poussent dans le gouffre. Charles, le CHAN vient de s'achever. Bientôt la CAN. Il fallait absolument que le stade d'Olymbe soit prêt. Il faut absolument que le stade d'Olymbe soit prêt. D'où peut-être ces 55 milliards. Il faut qu'il soit prêt dans les délais d'ailleurs. Oui. Vous savez quand... Donc vous comprenez pourquoi ces 55 milliards là? Non, je ne comprends rien. Oui. Je ne peux pas comprendre. Honnêtement, je ne peux pas comprendre qu'avec ce qu'on avait déjà prévu, on ne puisse pas achever ce stade. Je ne peux pas comprendre. Il a cité des choses tout à l'heure. On a même oublié l'indemnisation des populations. De temps en temps, il se soulève que on nous a pris nos terres. On n'est pas... C'est autant de coûts qu'il faut ajouter à ce stade-là. Non, moi je pense que on ne peut pas justifier qu'on fasse ce type de dépenses. Quand notre compatriote Issa Hayatou est parti de la CAF, j'avais dit à l'époque, attention, nous allons perdre la CAN 2019. Des gens m'ont critiqué en disant que oui, tu es toujours négatif, tu penses toujours du mal. Je leur ai dit, attention, c'est notre frère qui nous a donné la CAN avec un dossier vide. Celui qui arrive là, s'il est rigoureux, on va avoir du mal. Je le redis. En 2014. Je le redis ce soir. Ahmad ne sera certainement plus président de la CAF en mars prochain, compte tenu de la situation que nous connaissons. Le nouveau président de la CAF qui va arriver, sera-t-il aussi complaisant qu'Ahmad depuis la veille de l'élection de présidentielle de 2010? Vous savez qu'il est devenu subitement complaisant après une visite au Palais de l'Unité. Le nouveau, notre lobbying, entre guillemets, va-t-il fonctionner pour qu'il nous laisse des délais? Vous savez qu'il y a des délais pour la mise à disposition des infrastructures pour la CAN. Et là, ce n'est plus le CHAN. Le standard remonte. Parce que là, c'est les salaires que vous allez accueillir. Ce n'est pas nos joueurs qui marchent en Benskin ici. Nos gars en Benskin ici, vous le mettez dans n'importe quel hôtel, il est content. Mais Salah, son club en Angleterre, on veut savoir où est-ce qu'on fait son test Covid. Son club en Angleterre veut savoir où est-ce qu'il joue. Parce qu'il leur coûte cher. Ils payent très très cher ce joueur. Ils ne peuvent pas le laisser aller à l'aventure dans un pays où on est en train de leur dire qu'attention, il y a telle zone où il y a la guerre, ici les tests ne sont pas sûrs, fiables et tout ça, etc. Je dis, si on ne fait pas attention, parce que les gens disent, la CAF a dû piétiner ces tests pour qu'on ait la CAN. Disons-nous la vérité. Pour qu'on ait la CAN, pas le CHAN. Le CHAN, l'Égypte, l'Éthiopie a refusé le CHAN, on nous l'a donné parce que la CAF elle-même était coincée. Elle ne savait pas à qui donner cette compétition. Elle a dit, bon, comme vous êtes en train de préparer la CAN et que vous êtes sous pression, prenez ça, ça va faire un deuxième test après la CAN féminine. Parce que notre test, c'était la CAN féminine. C'était ça notre compétition intermédiaire avant la CAN. Il n'y a pas une autre. Le CHAN arrive parce que l'Éthiopie se désiste. Je dis que là maintenant, quand on nous retire la CAN en 2018, là, on devait être suspendu de 2 CAN. C'est ça les textes de la CAF. Il faut le dire. Ahmad a marché dessus, sur les textes de la CAF. C'est un mauvais précédent d'ailleurs.
Parce que le jour où il va encore... traiter d'antipatriote, hein? Non, c'est pas de l'antipatriotisme que de dire les choses qui sont réelles. Sauf pour ceux dont on a torpillé le cerveau. Voilà. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'atteindre le cerveau des gens. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui a tous les problèmes du monde et qui est content de vous dire qu'on est en train de faire un stade à 200 milliards. Il n'a pas à manger. Il n'a pas de l'eau potable. Quand il va à l'hôpital, il n'a pas les comprimés. Il a son voisin qui est dialysé, qui n'arrive pas à faire les 3 dialyses par semaine. Mais il est content d'un stade. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas sûr que quelqu'un peut dire que je n'aime pas le foot dans ce pays. Mais très honnêtement, M. Kounye vient de le dire. Oui, supposons qu'on a organisé la CAN. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces stades? Quand on a 40 ans au pouvoir, Serge, même si on ne fait rien du tout, tous les 3 ans, on peut faire un stade comme celui de Limbe. On aurait combien de stades aujourd'hui? Si vous divisez 38 par 3. C'est-à-dire, on fait un seul stade tous les 3 ou 4 ans. Comme le stade de Nguémé à Limbe. Tous les 3 ou 4 ans. On aurait les stades partout. On aurait les stades partout. Et on aurait pu se dire, ok, faisons un grand stade pour de grands événements. Aujourd'hui, Serge Alain, Michael Jackson n'est plus là. Même un concert, quel artiste peut mettre 60 000 personnes en ligne aujourd'hui? Vous en connaissez, vous? Pour qu'on pense qu'on va rentabiliser cette affaire. Il y a un qui était là la semaine dernière, non? Oui, mais il était où? À Bessenga ici, c'est un petit enclos. Oui. De rien du tout. Ouais, qui n'aurait pas fait le plan? Non, je pense pas. C'est pas évident. Encore que c'est un étranger. Ce n'est pas évident. Donc je veux dire que, honnêtement, le pays ne peut pas s'enorgueillir de ce type de... Et il a parlé d'infrastructures aussi coûteuses dans notre contexte. Parce qu'on ne parle pas d'un autre pays. Nous parlons de notre pays que nous connaissons. Il a parlé tout à l'heure des personnes qui ne surveillent pas. Oui, moi aussi, je ne comprends pas que l'ordre des architectes ne dise rien. Mais au bout de l'opération, je le comprends parce que les membres de cet ordre-là, la plupart de leurs marchés sont publics. Si vous levez le ton, vous êtes blacklisté. Je ne parle pas des ingénieurs de BTP. Eux, c'est quasiment l'État qui fait les travaux de travaux publics en ville. Les mairies même, je les ai assignés à l'État. Comme il n'y a pas de décentralisation, les mairies, si vous êtes blacklisté à Yaoundé, même la mairie de Douala va vous blacklister immédiatement pour ne pas se trouver en porte-à-faux par rapport à ceux qui ont fait le maire, puisqu'on les choisit de Yaoundé. Quand vous êtes ingénieur de BTP, comment vous allez lever le ton en vous disant que j'ai même mon dossier au ministère là qui n'est pas encore payé? On ne vous payera plus jamais. On ne vous donnera plus aucun marché. Donc je peux comprendre que c'est pareil dans les partis. Dans les partis, certaines personnes qui auraient pu lever le ton. Il y a des présidents de partis qui sont architectes, il y a des présidents de partis qui sont ingénieurs de je ne sais pas quoi. C'est eux qui devaient attirer notre attention sur ces coups-là, faire une contre-expertise carrément. Pour nous dire attention, on est en train de nous mener en bateau avec ces histoires. Et il a terminé par quelque chose tout à l'heure. Quand vous faites un projet, à qui est-il destiné? Depuis que vous avez ces complexes-là, mais ça, on vous dit piscine olympique. Vous avez vu le président de la fédération de natation là-bas. Vous avez vu le président de la fédération de basket aller visiter ça. Ils ne sont même pas concernés. Mais vous faites ça pour qui? Si le président de la fédération de natation, pour qui on est en train de faire 2 piscines olympiques, une à Douala, une à Yaoundé, il n'est même pas concerné. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas de compétition de natation. Ça n'existe pas. Il a dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas de championnat. La natation, encore moins. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui participe à des compétitions internationales. Nous tous, nous découvrons nos équipes nationales en se demandant qu'on a sélectionné ces gens où? À l'étranger. Vous comprenez? Donc ça fait que c'est quand même assez compliqué qu'on puisse accepter ce genre de choses sans rien dire. Ce n'est pas normal. Aloïs Parfait-Vroom, les championnats ont été lancés. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il fallait à tout prix. Il faut à tout prix boucler. Il faut trouver de l'argent pour boucler ces infrastructures-là. Mais on n'est pas obligé d'avancer. On devait abandonner? On n'est pas obligé. Non, on doit dire un minimum de vérité. Un minimum. On dit ça nous dépasse. Ok, le peuple va comprendre qu'on a essayé. Mais on ne peut pas, c'est une navigation à vue. Oh, la gestion, c'est le b.a.-ba. On veut faire une infrastructure de telle nature. Elle va coûter tel montant. Voici
on lance l'appel d'offres. Dès que l'appel d'offres est... Lorsque l'appel d'offres est lancé... Merci Aloïs Parfait. On revient après le journal, c'est promis. Dans un instant, Nadine Yambou. Avant ça, une passe de pub. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, seul débrief du journal, toujours en compagnie de Willy Kenyé, de Emmanuel Kounié. Il est là également, il nous vient de Yaoundé. Aloïs Parfum-Voum et Charles Mongemouyeme. Je commence par vous, Aloïs Parfum-Voum. On a vu dans les images des guérissements des populations qui appellent à l'aide, chef de l'État. Est-ce que le président peut rester insensible face à de telles images, face à une telle interpellation? C'est tellement... Parce qu'on a suivi des populations qui disent qu'elles n'ont pas été notifiées de quoi que ce soit. Ça démontre en fait le niveau dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire que le président, pendant 40 ans, s'est transformé en un dieu. Où quelqu'un a un problème dans son foyer, il fait appel au président. La FECAFOOT ne marche pas, on fait appel au président. La culture ne marche pas, on fait appel au président. Et c'est très dangereux dans les systèmes démocratiques. Et surtout, je ne sais pas si ces gens, ces compatriotes, se rendent compte que le président même est impuissant aujourd'hui. C'est-à-dire que, en réalité, le débat, c'est comment faire partir le président sans effusion de sang. Voilà les débats qui doivent être quotidiennement être faits. Où ça? Partout. Ça, comment c'est faire partir le président sans effusion de sang au Cameroun. Parce comment ça le faire partir? Parce qu'aujourd'hui, il n'est presque plus là. On ne le sent plus. On ne le voit plus. On ne l'écoute plus. Et malheureusement, paradoxalement d'ailleurs, les Camerounais continuent à demander ce président. Ils ne se rendent même pas compte qu'il n'est pas là. Parce que c'est le drame. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que il y a d'un côté un président qui n'est pas là, de l'autre l'impression d'avoir un président qui est là. Et c'est pour cela que les populations malheureuses qu'elles sont, elles auraient pu même dire que Parfum Voumla vienne au secours, que ça aurait eu plus d'impact que de penser que le président de la République à l'heure actuelle peut résoudre leurs problèmes. Et aujourd'hui, nous avons effectivement les problèmes de terre. Nous avons les problèmes de terre et parce que, une fois de plus, il y a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Et d'ailleurs, c'est les problèmes auxquels sont confrontés les chefs de terre appelés sous-préfets dans plusieurs localités. Et justement, parce que au niveau de la répartition, les chefs de quartier, bien les chefs de village, eux-mêmes sont contestés. Les chefs de village sont contestés, les chefs de terre sont contestés, les conseillers, tout le monde est contesté. Et ça fait que même ceux qui ont les papiers ou bien les papiers officiels, tels que les titres fonciers, tout cela est contesté. Parce qu'on est dans un système complètement corrompu, qui fait que on ne sait plus qui a droit à quoi. Très récemment encore, le problème s'est posé du côté de Ndiki. Et d'ailleurs, ça va faire l'actualité dans un village qu'on appelle Ndiki Kole, où le chef de terre est allé installer des personnes en principe qui n'ont pas droit d'être là. Mais il l'a fait parce que lui, il avait ses propres avantages. C'est pour cela que le Cameroun aujourd'hui nous avons besoin de faire un état général de la situation, un état de terre. Et le candidat Joshua en 2018 l'a d'ailleurs mentionné, que le problème de la terre
pourrait devenir un problème important dans les prochains jours si nous ne faisons pas attention. Il faudrait que chacun, à partir de son lopin de terre, qu'il puisse avoir le titre foncier qui va lui permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, au lieu d'entrer dans des histoires de 55 milliards qui finalement ne sont utiles qu'à une clique de personnes. On va y revenir. On va d'abord prendre l'avis des autres sur cet appel, cette population. On a vu du côté de Bonadibon, c'est pas loin d'ici, qui appelle le chef de l'État à l'aide. Oui, c'est des gens qui regardent la télé, ils écoutent la radio, ils réalisent que tout le monde l'utilise comme bouclier, c'est le mot de passe. Dès que vous dites le chef de l'État, son excellence, les portes s'ouvrent, on a peur de vous, on vous ménage, etc. Donc pourquoi vous voulez que cette dame qui voit ça, qui voit des gens arriver sur les plateaux, ils critiquent tout le monde et après ils vous disent qu'eux ils sont biaïstes. Donc ils disent du mal de tout le monde et après ils sortent le bouclier du chef de l'État. Comme ça, vous ne pouvez pas les attaquer puisqu'ils sont avec le chef de l'État. Regardez dans le football. Tous ceux qui se battent là, j'ai même dit sur un plateau que je ne comprends pas pourquoi le comité central n'appelle pas ses militants pour régler le problème du foot. Tous se réclament du parti au pouvoir et du chef de l'État, tous. Vérifiez. Quand chacun parle, ils mettent le chef de l'État devant. Donc cette dame-là, elles ont remarqué ça et elles se sont dit, voilà, comme dans la police en face, on a les engins lourds, peut-être de la mairie, etc. Elle avait même la tenue. Peut-être que... Oui, elle a mis ça exprès. Oui. Elle a mis exprès pour dire que nous sommes même des soutiens du chef de l'État. Nous ne sommes pas le parti ou les partis que vous croyez. Donc ménagez-nous. Vous pouvez martyriser ces partis-là, mais nous, on est quand même... Ça peut sourire, oui, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que les gens utilisent ça désormais parce qu'ils voient, ils entendent, ils sentent. Et parfois, ça marche. Oui. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent ça, même sans y croire, mais ça ouvre les portes. Okay. Ça permet qu'on vous ménage, qu'on ne vous martyrise pas, etc. Donc, Emmanuel Kounié, je vous ai vu sourire là tout à l'heure. Oui, je souris parce que l'affaire du chef de l'État qui est devenue, n'est-ce pas, comment dire, une sorte de gadget pour toute chose, m'impressionne. Ça m'impressionne d'autant plus qu'on a un chef de l'État qui, en réalité, ne s'intéresse pas à ça. C'est d'autres personnes qui sont autour de lui ou en dessous de lui qui utilisent cela, n'est-ce pas, pour animer la galerie. Parce que le chef de l'État lui-même, quand il va agir, prenons le cas du problème qu'il y a eu au football entre le président de la FECAFOOT et le président de la Ligue, M. Semengue et M. Mombo. Alors, une note sort signée du secrétaire général du président de la République qui dit au secrétaire général du Premier ministre que le président de la République lui a dit de dire au Premier ministre, de dire au ministre des Sports, d'aller dire à la FECAFOOT qu'il faut arranger. Ça veut dire qu'ils ne se rencontrent nulle part. Si y avait un conseil de mission, on s'assoit, on dit voilà ce qu'il faut faire. Mais voilà, vous voyez le circuit. Donc quand le président lui-même veut agir, c'est très compliqué. Et généralement, les décisions qui sont prises en bas n'ont rien à voir avec le président de la République. Donc le nom du président de la République, c'est comme, je ne sais pas, on l'utilise à temps et à contre-temps, à tort et à travers. Voilà la République dans laquelle nous sommes. Comment pouvez-vous expliquer ce que je viens de dire là? Oui. J'ai beaucoup d'acrobatie là. Oui, le secrétaire général du président de la présidente de la République dit au secrétaire général du Premier ministre que le président lui a dit de dire au Premier ministre, de dire au ministre des Sports, d'aller dire au président de la FECAFOOT, d'aller voir le président, de régler le problème. Alors voilà comment on règle le problème au Cameroun. Alors quand on est dans cette situation, ça veut dire que le pays n'est pas du tout gouverné. Et dans ces conditions, tout ce que les gens font là, ils animent la galerie. Et puis pour revenir à ce problème précis, ça va toujours se passer comme ça. Non, on va d'abord écouter le soutien du président de la République sur ce plateau. Voilà, Willy Kenyui. C'est un peu maladroit d'entendre. Oui, parce que là... On appelle le président pour le... Oui, ce n'est pas normal parce que ce que le LDF dit sur ce plateau, c'est cruel. Le fait de dire... C'est cruel parce que le fait de dire que le pays n'est pas géré ou bien que le président n'existe pas, c'est ce qu'il dit et qu'il faut faire partie du président à tout prix. Selon eux. C'est pour le bien du pays. Non, le président ne partira pas. Non, il faut le dire. Vous aviez... C'est pour les deux. Il faut le dire. Et c'est même regrettable parce que votre honorable Nincho, aujourd'hui, qui passe le temps à distraire la population que de leur dire la vérité, saisit le secrétaire de la présidente de la République, demande qu'on l'éclaircisse sur la situation de la FECAFOOT. Je crois que l'honorable Nincho aurait mieux fait de dire aux Camerounais autre chose. Parce que nous, on attend derrière Nincho aujourd'hui
Première des choses, qui nous explique en ce qui concerne les micro-projets. On leur donne presque 8 millions chaque année pour pouvoir aider la population. Ce qu'il n'a jamais fait. Demandez depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, si il est député Vouri-Est, demandez s'il a déjà mis un forage quelque part dans son arrondissement. Ce qui n'a jamais été fait. Je vais vous expliquer. Honorable Nietzsche, qui est député Vouri-Est, demandez s'il a déjà mis un forage à Douala 5e ou bien à Douala 3e, parce qu'il est député. Mais il parle de temps à distraire la population, le chef de l'État, le ministre de la Santé est monté, il est descendu. Nous, on attend plus de lui sur le terrain. Donc il arrête d'instrumentaliser ou bien de distraire la population. Ce que nous voulons du SDF aujourd'hui, c'est quelque chose de juste. Parlons de la population. La population de Bonadibon. La femme que nous avions vue, ou bien la population que nous avions vue à Bonadibon, ils ont le droit en tant que citoyens d'interpeller le chef d'État. Nous avons vu dans d'autres localités, certains dont leurs terres ont été pris en otage. Ils ont interpellé le président de la République et le président de la République a répondu favorablement. Mais sauf que dans le cas d'espèces, au niveau de Bonadibon, nous avions tout simplement une situation différente. Parce que je ne sais pas si c'est la mairie de la ville ou bien c'est la mairie d'arrondissement de Douala 1er qui veut peut-être de sa manière essayer un peu d'organiser Bonadibon. Je suis sûr et certain qu'ils ont été quand même avertis. Parce que je ne suis pas sûr que la communauté urbaine peut se lever un grand matin et venir casser. Il est important aujourd'hui de dire tout simplement que c'est malheureux parce que en pleine classe où on voit les enfants qui vont à l'école et puis rien n'est fait pour accompagner ceux qu'on casse. Parce que moi, pour ma part, je pense que le plus important, c'est pas de casser, c'est d'accompagner, c'est de trouver des voies et moyens, de les recaser, c'est important. Je ne suis pas partant ou je ne suis pas pour qu'on casse la population, là, sans leur indiquer, sans leur donner au moins une solution. Et je pense qu'il est... Il y a beaucoup de place au stade de Japoma. Non, c'est pas comme Japoma. Et on va arriver tout à l'heure parce que vous avez parlé de Japoma sans savoir au moins que l'État a quand même fait quelque chose de bien au niveau de Japoma. Voilà pourquoi les gens prennent des alors, donc il est important de dire... Non, il faut dire au SDF aujourd'hui... ils veulent justement réagir. S'ils sont en train de critiquer, je crois que la population les a donné l'opportunité de montrer ou bien d'apporter de plus mieux que le RDPC au niveau de Douala 3e. Je prends seulement le cas de Douala 3e. Ils ont géré Douala 5e et Douala 3e pendant 5 ans. Ils n'ont jamais rien fait. C'est pour ça qu'ils ont échoué. Et alors, il est important aujourd'hui de dire... Permettez donc qu'il vous réponde. Oui, l'honorable doit nous laisser tranquille de distraire la population. Voilà, parce que nous attendons beaucoup plus en termes de micro-projets dont il prend au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est plus mieux de dire à votre honorable qu'il laisse distraire justement l'honorable Nietzsche qui écrit au ministre d'État, secrétaire général de la présidence publique par rapport aux 55 milliards du complexe. D'abord, il faut dire aux compatriotes du RDPC que ce que fait l'honorable Nietzsche dépasse largement les 8 millions de micro-projets. Et d'ailleurs, les populations sont d'accord avec ce que fait l'honorable Nietzsche. C'est pour cela qu'elle lui renouvelle. Elle lui renouvelle. Ne soyez pas permettez. L'honorable Nietzsche a sauvé les milliards de francs dans presque tous les ministères. Presque tous les ministères. Ça dépasse largement les 8 millions de micro-projets qui sont d'ailleurs quelque chose que le SDF souhaite qu'on enlève. Parce que ce n'est pas le rôle du député de faire des puits, de faire des forages, de faire ceci. Le rôle du député, contrôler l'action du gouvernemental et voter les lois. Voilà les deux rôles. Les populations n'ont pas besoin de ça. C'est pour faire quoi? Le RDPC, ne vous énervez pas. Donc, on se calme, il faut écouter tout à l'heure. Deux rôles essentiels et que l'honorable Nietzsche fait à fond. Voter les lois et puis contrôler l'action du gouvernement. Et il le fait. Et d'ailleurs, pour le courrier qu'il a envoyé aujourd'hui, une fois de plus, ça pose un problème parce que je me suis demandé, les 55 milliards, est-ce qu'ils n'étaient pas inclus dans la loi des finances? Et là, ça pose véritablement le problème de la traçabilité des finances publiques. Comment est-ce qu'un député n'est pas au courant, et je suis sûr que plusieurs députés ne sont pas au courant des 55 milliards. Il faudrait donc justement que le SGPR nous explique comment est-ce qu'on est arrivé à 55 milliards. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que, et là je réponds aux compatriotes du RDPC, Vous allez à Japoma? on n'infantilise pas un chef de l'État. Le chef de l'État, il a un représentant qui est le sous-préfet dans un arrondissement et c'est lui qui est censé résoudre un certain nombre de problèmes à ce niveau. Si tout le monde aujourd'hui a un souci et qu'il s'adresse au chef de l'État, c'est-à-dire qu'il y a une naissance de triplets, on dit le président de la République et son épouse, ça pose le problème réel de la situation des Camerounais et de la communication qu'on a faite autour du président de la République, donnant l'impression qu'il est l'alpha et l'oméga de ce pays. La première dame a souvent répondu favorablement à ces affaires-là. Oui, et justement parce que les Camerounais sont dans la misère. Et il y a des ministres qui sont spécialisés dans ces affaires. C'est-à-dire qu'on dit qu'il a donné 2 milliards. Aujourd'hui, il a donné 1 milliard. Que le président a donné 1 milliard. Tel jour, il a donné 10 milliards. Mais le président, il prend cet argent où? Il prend cet argent où? Il faut que ce type de communication s'arrête pour que les problèmes tels que ceux évoqués s'arrêtent aussi. C'est pour cela que nous disons, une fois de plus, et je n'ai pas peur de le dire, je l'ai dit, que le président aujourd'hui n'est plus dans la capacité de gouverner. C'est connu, c'est sûr de tout le monde. Et dire le contraire, c'est être hypocrite et vouloir... C'est vous qui avez construit le stade? Le stade. Nous, on a ça du Japoma, on a le complexe de Misport de donc, il faudrait que le chef de l'État, il faudrait qu'on se batte pour que le chef de l'État aille se reposer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise son nom abusivement et n'importe comment pour faire tous les gaffes qu'on constate. Et la République n'avance pas. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui est là, et c'est pour cela, lui-même a parlé d'une transition générationnelle. Je ne sais pas s'il y croit, mais toujours est-il dit qu'elle est importante. Voilà les gaffes que nous avons. Et je dis donc que le SGPR doit répondre à l'honorable Nietzsche, et dans le SDF nouveau que nous voulons, nous n'allons plus nous arrêter uniquement au simple courrier. Nous allons être plus proactifs pour qu'il y ait des réponses idoines aux solutions des Camerounais. Ok. Charles Mongamouyeme, on a vu des bibles dans les cartables des élèves. Et des élèves qui lèvent les bras en présence du sous-préfet. Oui. Cette image-là. Cette image-là montre le niveau de déliquescence de l'éducation au Cameroun. Nous savons tous que nous avons de très gros problèmes d'éducation. Oui. Parce que la situation socio-économique amène les parents aujourd'hui à ne plus avoir le temps d'éduquer l'enfant. Les enfants ont un semblant d'instruction qui est même imposé de l'extérieur parce qu'on n'étudie pas ce qui nous est utile. Tous ceux qui sont des pédagogues peuvent vous le dire. Et on a donc aujourd'hui des enfants qui grandissent tout seuls dans un environnement tel que nous le connaissons aujourd'hui, où il y a de la surcommunication. Ils sont matraqués par un certain nombre de choses, les films, les vidéos, les androïdes, etc. Et malheureusement, les parents sont obligés de sortir tous. Depuis qu'on nous parle du code de la famille, on ne consulte même pas. Parce que un pays qui est dans cet état, sur le plan moral, sur le plan éthique, quand vous avez des enfants en dessous de 10 ans, logiquement, les deux parents ne doivent pas travailler à temps plein. Il en faut au moins un pour éduquer les enfants. Parce qu'on est dans une situation, aller dans les établissements scolaires, assister à un conseil de discipline, vous allez pleurer. Vous voyez des jeunes enfants, ils sont dealers de drogue. Et on leur demande en plein conseil que, mais qu'est-ce que vous faites avec la drogue? Quand vous fumez ça vous donne quoi? Il dit, ça nous fatigue. Et l'autre dit, moi ça me donne le courage de faire ce que je ne peux pas faire normalement. Quand vous écoutez ça de petits enfants de 15 ans, 14 ans, vous pensez qu'il ne faut pas se retourner vers leur éducation? Il y a un gros problème. Mais beaucoup disent aussi qu'il faut que les deux parents travaillent pour avoir quelque chose de conséquent à la fin du mois. Qui va élever? C'est pour ça que je dis que c'est le contexte socio-économique qui pousse les parents à sortir tous les deux à 6 h du matin et à revenir à 22 h.
Vous pensez que quand vous êtes sorti à 6 h, vous revenez à 22 h, qu'est-ce que les enfants sont en train de faire? Qui les éduque? Parfois, on va chercher d'autres enfants pour encadrer des enfants. C'est-à-dire, on va, certaines familles allaient dans les zones du nord-ouest, sud-ouest, etc., pêcher des jeunes filles qui elles-mêmes ont 10, 11 ans pour venir encadrer des enfants de 6 ans. Un enfant peut encadrer un enfant. On a de gros problèmes d'éducation. Et comme il n'y a pas d'exemple, parce que c'est cela aussi, quand vous regardez autour de vous, ces enfants sont intelligents, ils ouvrent la télé, ils regardent, ils voient que les grands-parents ne respectent pas le minimum. Des gens qui sont vieux, qui devaient les sermonner quand eux ne respectent pas les petites règles à la maison, eux-mêmes ne sont pas en train de respecter les choses minimales. Des tests, ceux qui font eux-mêmes, ils ne respectent pas. On les traite de voleurs, on les met à Kondengui, on les met à Newbel pour détournement de deniers. Le problème de Bounadi, dont on vient de parler là, c'est quoi? C'est l'accumulation. Les gens oublient même que c'est dans cette terre-là qu'on va les enterrer. Ils s'entretuent pour ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de système de pensée. Vous ne pouvez pas habiter 3-4 maisons en même temps. Vous ne pouvez pas conduire 5 voitures en même temps. Mais quelle est cette course à l'accumulation? Sorcellerie. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une loi sur l'enrichissement illicite pour qu'on n'ait pas des super riches qui viennent détruire les pauvres à tout bout de champ? Parce que, et quand vous mettez donc, quand vous avez ce type de problème, Serge Alain, et vous réalisez que vous êtes en train de mettre 218 milliards pour le divertissement dans un stade. Plus 35 milliards. Plus même. Plus. Parce que pour la CAN, c'est plus de 2000 milliards qu'on va dépenser. Et vous réalisez que des questions de titres fonciers, que de l'informatisation avec tout ce que l'informatique peut apporter pour sécuriser ce genre de phénomène, pour qu'on n'ait plus ce type de choses, de double titre foncier, chacun présente son titre foncier pour la même terre. Vous pensez qu'il faut combien pour informatiser ces services-là? On a les mêmes problèmes pour l'état civil. On a les mêmes problèmes. Des choses qu'on pouvait informatiser tranquillement avec moins que ça. Ce qu'on est en train de mettre sur des stades, nous dit-on, on sera prêt à organiser une Coupe du Monde. Parce que vous pensez que la Coupe du Monde, c'est seulement le terrain, le gazon. Vous ne savez pas qu'il faut mettre toutes vos infrastructures au même niveau. Moi, je pense que le problème de ces enfants est grave. Et une société qui laisse ses enfants dépérir, qui abrutit sa jeunesse, on arrive à la situation où on est aujourd'hui, où on envoie des jeunes aller défendre les travers des parents. Regardez les plateaux de télé, c'est souvent des jeunes qui viennent défendre la gabegie Suivez mon regard. Ils sont jeunes. C'est eux qui devaient nous dire que monsieur t'es pissé. Sortez de là, laissez-nous gérer parce que vous nous avez fait plonger dans un abîme. Non, c'est eux qui viennent vous dire que non, c'est bon et tout. Et ça sort de ce que un professeur camerounais, Koumandoumbe, appelle le génocide intellectuel. Moi, j'ajoute toujours intellectuel et éthique qui sévit au Cameroun. Et c'est pour ça que les enfants, ils grandissent aujourd'hui en fumant la drogue en 6e. Ils ont des comprimés de 100 francs qu'ils prennent pour être courageux. Pourquoi ils font ça? Parce que quand vous allez dans les établissements scolaires, l'État lui-même, qui dit à quelqu'un qui veut faire un collège qu'il faut des structures de sport, allez regarder les établissements publics qui ont des structures de sport. Qu'est-ce qui va occuper l'enfant s'il ne peut pas faire du sport? Il n'y a plus des orchestres dans les lycées. Vous arrivez, il n'y a pas d'instruments. Il n'y a rien du tout. Quand ils ne font pas cours, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à ruminer des choses. Donc il faut vraiment qu'on prenne cette affaire au sérieux parce que c'est très très grave ce qui se passe avec nos enfants. Emmanuel Kounié, je vais vous poser une question. Après, on a Japoma, on aura forcément le complexe sportif d'Olembe. Comment rentabiliser toutes ces structures après la CAN de janvier 2022? Vous pensez que les gens qui n'ont pas de projet, pour pouvoir rentabiliser un certain nombre de choses, vont pouvoir, n'est-ce pas, concevoir quoi pour rentabiliser, n'est-ce pas, ces stades. Ces stades, je peux vous dire, sans aucun risque de me tromper, constituera plutôt un problème. Ça va ressembler à la Camer. Parce qu'on va nommer un directeur général du stade de Japoma ou d'Olembe. Il va y aller et il n'aura pas de recette. Il va avoir un instrument qui ne peut pas être rentabilisé. Et tout ce qu'il va faire, c'est demander la subvention de l'État.
il va y avoir du personnel, et les gens vont commencer à envoyer les gens pour qu'on les recrute. Ils vont se retrouver là-bas avec 100 personnes, sans un autre outil de production. Ils ne pourront pas être capables de concevoir des produits d'appel qui puissent permettre aux gens de venir, n'est-ce pas, faire en sorte que cet environnement-là qu'on a créé soit fonctionnel. Et on va se retrouver dans la même situation que nous avons vu à la Camer, et puis ça va donner les mêmes causes, vont produire les mêmes effets. Compression, changement de directeur, etc., etc. Et c'est une perte de temps. Moi, je crois que nous avons suffisamment parlé de cette affaire. C'est une faute, pour ma part, que de construire des stades monumentaux comme ça, dans un environnement où le sport n'est pas suffisamment développé. On a parlé tout à l'heure, Charles parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, du cyclisme, de la natation. Alors vous avez des piscines. On pourrait peut-être organiser des championnats africains. Hein. Oui, mais ces enfants se seront préparés où? Et nous, on l'enfant de toi se prépare où? Est-ce que nous avons une équipe de natation? Et nous n'avons pas d'équipe de natation. Nous avons fait quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, faire du tape à l'œil, mais je crois qu'on aurait mieux fait, n'est-ce pas, de faire autrement. Maintenant, c'est déjà là, on ne peut pas faire autrement, mais il faut commencer la réflexion. Comment faire donc pour commencer la réflexion pour que ça soit un pôle économique. Voilà. Hein, que ce soit un pôle économique, et je peux vous garantir que ces gens-là qui nous gouvernent, je suis presque certain qu'ils n'ont pas la capacité de créer un pôle économique parce qu'ils n'ont prouvé nulle part. Et puis je veux dire un petit mot. Oui. Je veux dire un petit mot sur le cas de Bonadibon. Oui, Bonadibon. Vous ne pouvez pas être dans une ville où les maires et les maires ne savent même pas quelles sont les limites de leur arrondissement. Ouais. Quand l'avion est tombé à Douala 3e, le gouverneur, les gens sont allés là-bas, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un quartier là-bas. Même le maire de la ville s'étonne de voir qu'il y a même des petits commerces là-bas, dont ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quand est-ce que les gens s'installent. Donc, quand l'urbanisation vient après l'occupation du sol, c'est-à-dire quand l'occupation du sol précède l'urbanisation, ça donne ça. Et puis, vous allez voir, j'ai discuté avec un responsable de la communauté humaine qui me disait que pour 600 km de drain à Douala, il y a à peine 140, 150 km construits. Ça veut dire qu'il faut construire ces drains-là. Dans la ville d'Abidjan, ils ont presque la même chose, mais tous ces drains sont construits. Et quand vous regardez le budget de la communauté urbaine de Douala, 54, 57 milliards de francs, pour une population de près de 5 millions. Abidjan, le district autonome d'Abidjan, qui est la ville d'Abidjan, a près de 200 milliards. Donc vous voyez donc que pendant ce temps, on va aller sortir 300 milliards pour construire un stade. Alors que la ville elle-même a un budget de 50 quelque chose de milliards. Et le personnel d'environ 2000 personnes qui travaillent à la communauté urbaine de Douala, qui a 6 arrondissements. Alors, vous pensez que 2000 personnes peuvent faire quoi? Si on les répartit par arrondissement, il y aura combien de personnes à la communauté urbaine pour surveiller, pour travailler dans un arrondissement? Donc, il y a un déficit de tout. Okay. Et pendant ce temps, les gens prennent 2000 milliards pour investir dans du béton, le béton qui vient de l'étranger. Et puis, quand vous regardez même cet investissement, vous vous rendez compte que la part qui revient aux Camerounais, c'est-à-dire que les Camerounais ont gagné là-dedans, c'est sensiblement égal à 0. Puisque le béton vient de l'étranger, on achète tout et ça repart. Et ces gens-là, je voudrais vous dire, tous ces gens qui viennent ici, on les paye en devises. C'est-à-dire tous ces marchés-là. Dans le marché même, on dit en quelle devise on vous paye. Donc les paye en devises, ça provoque l'évasion de nos devises. Et nous nous rendons compte que ces gens sont tout simplement en train de provoquer une sorte de je ne sais pas si on peut appeler ça gabégie, d'érosion économique. Je ne sais pas s'ils ont mesure la portée. Ok. Comment on va faire après la Coupe d'Afrique des Nations en janvier? Il faut me dire, monsieur Kouni, que... Pour rentabiliser Japoma et Olembe. Oui. Comment on fait? Je voulais lui rassurer de ce qui doit être fait. Il faut lui dire que la CAF a sollicité le Cameroun pour la finale de la Champions League africaine. Ça fait quoi? Je vous dis parce que vous n'êtes pas informé. Ça fait quoi donc? Je vous dis parce que vous n'êtes pas informé. Économiquement, ça rapporte quoi? S'il vous plaît, permettez. Sur le PIB permettez, je parle. Tout à l'heure, tu dis des choses inutiles. Je vous ai écouté. Laissez-moi, je parle. Alors, quand vous parlez de la rentabilité, si déjà au moins la CAF sollicite le Cameroun pour la Champions League africaine, ça veut dire que nous avons des infrastructures qui peuvent quand même les permettre de jouer quand même cette finale de haut niveau. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'une finale de la Champions League africaine ne peut rien apporter au Cameroun. Et il faut dire qu'à chaque moment, j'entends toujours des mots qui n'avantagent pas les Camerounais. Des infrastructures telles que Japoma, vous savez ce que ça peut apporter au Cameroun en termes d'apport? Moi, je crois qu'à tout moment, quand il y a un développement de ce type... Ça peut apporter quoi donc? Pas mal de choses. Quoi?
vous n'allez pas dire que le conseil qui se fait ou ce qu'on a vu ne peut pas apporter en termes au gouvernement camerounais. Alors, nous avions au niveau de Japoma, au niveau de l'MB, 70, il faut le dire aux Camerounais, parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'information. Tu n'en sais rien. Vous n'avez pas l'information. Je vais vous dire qu'il y a quand même le complexe rassemble l'hôtel de 5 étoiles. Et alors? Au stade olympique. 5 étoiles, quand même, nous recevons pas mal de personnes. Ça apporte en termes d'investissement au Cameroun. Nous avions 70 chambres au niveau du stade olympique. Vous n'avez pas l'information. Qu'est-ce que le fait avec moi, je vous dis alors, ceux qui ont l'habitude d'aller dormir quand même dans des hôtels de... Ça apporte quoi au produit intérieur brut du Cameroun? Tout le tralala que tu racontes là, ça apporte quoi au Cameroun? Pendant le champ, vous savez ce que ça a apporté au Cameroun? Ça apportait quoi? Ça m'a rien apporté au Camerounais? Ça apportait combien? Dites-moi savoir, le champ que nous avions en Cameroun, ça apporté. Ça apportait quoi? Au-delà de la visibilité, au-delà de l'engouement que nous avons eu, même en termes d'investissement, on a vu comment les Camerounais se sont comportés pendant... On dansait. Non, au-delà de danser. On a perdu 4-0. La plupart de nos compatriotes, la plupart de nos compatriotes, je n'ai jamais entendu que l'équipe a perdu 4-0 dans une finale. Au-delà du football, on parle au-delà du football. Oui, au-delà du football. En termes d'investissement, tous ceux qui ont investi autour du stade de Japoma, on a vu ce qu'ils ont eu. Ils ont investi quoi? Non. Moi, j'ai vu aucun investissement là-bas. Non, ils ont eu. Qui a investi quoi? La plupart de nos compatriotes qui vivent autour de qui a aucun investissement. Ils ont trouvé, chaque Camerounais a trouvé son compte au niveau de Japoma. C'est parce qu'il y avait la compétition. Maintenant, vous êtes en train de reprocher au gouvernement qu'on a investi que de 218 milliards. C'est la même chose que vous avez dit lorsqu'on était en train d'investir au niveau de Japoma. C'est la même chose que vous avez dit lorsqu'on était en train d'investir au sein du complexe de Bepanda. Je crois que pour une fois, acceptez au moins ce qui est bien. Monsieur Kouni, vous avez dit quelque chose de cruel. Je voudrais vous dire et vous rassurer. Au moment où on investit des sommes énormes dans notre pays, parlant de l'Olympique au Japoma, il est important de dire aux Camerounais qu'en ce moment précis, ça apporte, et en termes de rendement et en termes d'entretien, ça va quand même permettre à des jeunes Camerounais, ça va permettre à des jeunes Camerounais d'avoir de l'emploi. Pas du tout. Effectivement. Merci. Ils ne pourront pas entretenir. Je voulais finir en disant quand même à ceux qui pensent que les jeunes ne peuvent pas venir défendre le projet de le chef de l'État. Nous, on est prêts. Quand le chef de l'État parle de la transition générationnelle, il parle de qui? Il parle de nous. Nous avons le devoir de dire à nos camarades, de nous dire aux jeunes ce que le chef de l'État fait. Et tant que ça doit être ainsi, nous allons continuer à vous dire que vous allez échouer et dire à vous et à vos camarades Nietzsche que vous devez cesser. Parce qu'en fait, quand vous... Sinon, vous allez... on ne cesse pas. Non, vous l'avez raté. Vous l'avez passé. Quand vous avez raté, vous passez le temps à échouer. Merci, Willy Kenny. Il faut vraiment arrêter ça de qui n'avantage pas. Merci. Vous ne connaissez même pas et vous allez arrêter ça. Merci, Willy Kenny. Rapidement, et j'ai évité de citer un certain nombre d'œuvres faites par l'honorable Nietzsche. Je peux prendre juste un cas. Un forage au niveau de Ndorpassi, Carrefour, au 14e. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il a pris 8 millions pendant 10 ans. C'est une vérité. Il faut dire qu'on n'est pas marché. Deuxième chose, c'est que je continue à persister qu'aujourd'hui, il faut accompagner le président vers la sortie. Ça va nous aider. Dernière chose, c'est que l'investissement sera très difficile. Parce que nous n'avons pas de président de FECAFOOT, nous n'avons pas de championnat, nous n'avons pas de joueurs, ainsi de suite. Ailleurs, on fait ses œuvres quand on a tout cet environnement. Ici, on n'a rien, on a les stades. On n'aura plus de championnat, selon vous? Ça ne va pas démarrer? La sortie de crise, là, comment ça? Vous avez dit comment le... Oui, Charles, rapidement, comment rentabiliser, vous qui êtes... La rentabilisation de ces deux gros complexes, de ce type de complexe œuvres-là ne relève pas d'une invention. Pour rentabiliser un stade de foot, il faut l'activité. C'est une ère de spectacle. Donc il faut du spectacle. Quelle est la situation du spectacle au Cameroun aujourd'hui? Quand vous parlez du spectacle de musique, vous avez vu la situation des artistes? Vous avez vu le tollé qu'ils ont soulevé quand Fally Ipupa faisait un concert où on vendait de l'eau à 20 000. Vous avez vu la bouteille d'eau à 20 000. Vous avez vu comment les artistes se sont plaints. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'entendre pour les droits d'auteur, etc. Le niveau du spectacle est quasi nul.
Je ne parlerai que de la musique parce que les autres, le théâtre, vraiment. Parlons plus du cinéma. Le cinéma, il n'y a même plus de société de distribution de films, comme nous avons connu Comasico, etc. Donc, je pense que il va rester quoi? Les églises. C'est les églises là, qui font leurs assemblées dans les stades et tout ça, qui payent pour qu'elles passent 2 ou 3 jours pour une recollection, pour un pèlerinage de leurs militants. Mais ça va détériorer le stade. Charles, vous qui êtes bien calé en matière de foot, il y a le Parc des Princes à Paris, il y a le Stade de France à Saint-Denis, dans le 9-3. Oui, comment le stade... Est-ce qu'on peut s'inspirer de cette expérience-là? Oui, le Stade de France qui n'accueille que les matchs peut-être de rugby, des bleus, c'est avant de le construire qu'on devait penser à cela. Oui. Pas après. C'est avant. Parce que le championnat se joue le pays que Serge Alain est en train de citer, c'est un pays où le spectacle se porte bien. Oui. Que ce soit le spectacle du sport ou que ce soit le spectacle culturel, il se porte bien. Quand vous avez Maître Gims qui fait un concert, le Stade de France, vous sentez qu'il y a du public. Et le ticket ne coûte pas 1500 francs, c'est ça. Mais vous voyez la quantité de public. Okay. Quand vous prenez les équipes avec les supporters qui achètent toutes les places, assez souvent, jusqu'à la fin de la saison. Vous savez qu'il y a des clubs qui fonctionnent essentiellement avec les socios. Les abonnements. Quel est le club au Cameroun aujourd'hui? Et pour faire cela, ce spectacle-là, nous avons oublié au Cameroun l'acteur du spectacle, c'est-à-dire le joueur. Aujourd'hui, nous n'avons pas de joueurs. On venait de voir un chan où c'était une catastrophe. Donc, on n'a pas de joueurs. Oui. On ne forme pas les musiciens. On n'a aucune école de musique. Il n'y a rien du tout. Okay. Vous faites des arènes de spectacle comme ça qui vont regarder les gens et les gens vont les regarder. Faire les selfies, comme il disait. Voilà. Mais les selfies, ça ne rapporte pas grand-chose. Merci Charles. Merci à Aloïs Parfumboum. Bon retour à Yaoundé. Merci Willy Kenyé. Merci Emmanuel Kounié. Merci. Voilà. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir, la dernière de la semaine. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Olembe.